Ok, là, on tient quelque chose de grandiose pour l'histoire du cinéma. Si ce premier film est bel et bien un succès, on va pouvoir offrir aux gens une saga tellement épique qu'ils ne vont pas s'en rendre... Quoi? Le film ne marche pas. Les gens ont pas aimé? Les gens ont pas été le voir. Hein? J'ai du dentifrice autour... Oui, ceci est une reconstitution plus ou moins fidèle de ce qui a pu se passer dans le bureau des producteurs de l'une des 4 sagas avortées dont on va parler aujourd'hui. Des univers immenses, des plans sur plusieurs volets, des teasers de suite. Tout ça peut valser à la poubelle beaucoup plus vite qu'on ne le pense. Du gigantesque projet Dark Universe censé concurrencer le MCU, au cas Mortal Engines qui devait signer une tétralogie explosive, en passant par l'adaptation cabossée de Warcraft ou de la Croisée des Mondes, menacée par une entité plus grosse que le cinéma lui-même. Laissez-moi vous raconter le naufrage de projets qui avaient pourtant toutes les cartes en main pour nous envoyer du pâté. Commençons par probablement le plus populaire d'entre eux. Il aura fallu plus de 20 ans avant de voir ce mastodonte du jeu vidéo adapté au cinéma. Autant vous dire que les responsables de ce film devaient avoir les fesses qui applaudissent tout au long du projet. Blizzard Entertainment, le papa du jeu vidéo, s'associe avec Legendary Pictures et Universal pour donner vie en 2016 à Warcraft, le commencement. Le commencement! Oui, c'est moche, hein. Avec du recul, ça fait beaucoup de panache qui tombe à l'eau, évidemment. Hein. Ce n'est que le commencement, hein. Attention, soyez prêts. Le projet est pensé au départ pour être une trilogie, ce qui est déjà ambitieux de base, hein, mais qu'il est encore plus compte tenu du fait que les adaptations du jeu vidéo n'ont jamais eu la cote au cinéma à ce moment-là. Alors il y a bien eu quelques exceptions, hein, Tomb Raider ou Resident Evil, au début des années 2000. Mais les plus récentes, genre Prince of Persia ou Assassin's Creed, ont pas laissé le même goût agréable en bouche. Une espèce d'arrière-goût acide, là j'aime pas du tout. Pourtant, le lore de Warcraft, l'univers qu'il propose, est énorme. Il y a largement de quoi couvrir une belle trilogie bien dodue, en mode rôti Orloff, hein, couronne de légumes, sauce aux champignons. Pourquoi je dois toujours tout ramener à la bouffe? Non mais ça c'est l'approche des fêtes, je le sais, j'ai faim. Le défi est énorme, proposé sur un terrain glissant. Une adaptation à la fois rentable, fidèle aux jeux vidéo et attrayante, même à ceux qui n'ont jamais envoyé le moindre péon bosser à la mine. Encore du travail? On va falloir s'accrocher, fortement. Oui, messire. Mais les studios possèdent une botte secrète. Un homme qui tient dans son deck un triplé dont tout le monde se souvient encore. Sam Raimi. Au vu de ce qu'il nous a proposé avec Spider-Man, les studios ont dégoté là l'un des profils les plus à même de tout refaire péter avec une nouvelle trilogie digne de ce nom. Ils donnent alors au départ une copie à Sam du script original, qu'ils ont mis en place avec Blizzard. Sam le lit, et à la lecture, il se dit « Bon, pourquoi faire ça en fait? C'est pas une bonne idée. Écoutez, je vais m'associer avec le scénariste du film Il faut sauver le soldat Ryan. Ça vous parle? Ça dit quelque chose à quelqu'un? Merci. Et on va vous pondre un banger, les gars. Ça vous va? Ok, ça. Ok. 9 mois plus tard, Legendary Pictures reçoit une version du script. Et ils sont contents. C'est validé pour eux. C'est validé pour eux, mais pas pour Blizzard. On n'est pas sûr, Sam. Non. Oui, vous n'êtes pas sûr, mais mon contrat, c'est avec Legendary, les cocos. Hein, donc vous êtes gentils, mais parlons peu, parlons budget. Hein. Sauf qu'évidemment, ce que Sam ne sait pas, à ce moment-là, c'est que Blizzard possède un droit de veto. Voilà. Et même un droit de saisissage de scénario et de déchirage de scénario. Voilà, tu vois un petit peu ce que je veux dire, Sam? Dégoûté de cette nouvelle, Sam quitte le projet et les studios se mettent alors en recherche d'un nouveau réal. Plusieurs grands noms sont approchés, hein, Steven Spielberg, Peter Jackson, Guillermo del Toro, mais rien ne va, car en réalité, ce qu'ils recherchent, c'est un réal probablement un poil yes man, hein, si je puis me permettre. Quelqu'un qui va être capable de retranscrire une vision imposée quelque part. Pas quelqu'un qui vient avec ses idées créatives, qui a des bonnes idées dont on se fout. Non, on a un univers, tu vas faire ce qu'on te dit, c'est tout. Et ça tombe bien, David Bowie a pondu un fiston exactement capable de faire ça. Et il est super fan de la licence. Avec ses films Moon et Source Code dans les pattes, Duncan Jones n'a jamais eu un tel projet entre les mains. Mais par contre, il a une solide expérience en science-fiction
Et c'est ça qui va convaincre nos studios de travailler avec lui. Ce qui est drôle avec Duncan, c'est que il va tomber sur la version de Sam Raimi. Ah ouais, d'accord, bah c'est génial en fait. Il a pas du tout dit ça. Selon lui, le problème fondamental dans cette version par rapport à Blizzard, c'est le fait que les humains soient montrés comme des héros et les orques comme des monstres. Ça n'aurait, selon lui, jamais pu être validé. Et c'est tout le point de départ de son scénario qui propose alors un équilibre beaucoup plus nuancé entre les deux factions dans le film. Au casting, il frappe fort en choisissant l'un des acteurs les plus en vogue à ce moment-là, qui vient tout juste de sortir de son incroyable et iconique rôle de Ragnar dans Vikings, Travis Fimmel. Who wants to be king? C'était une sacrée période, je me souviens encore, c'était une leçon. Avec plus de 160 millions de dollars de budget, Duncan nous emmène alors avec lui dans le monde d'Azeroth. Deux grandes races sont en conflit, les orques dirigés par leur chef Durotan qui fuit leur monde corrompu par un démon, et les humains qui voient l'arrivée des orques comme une invasion et qui vont devoir combattre, menés par leur capitaine Anduin Lothar. Le film se termine en laissant très clairement la porte ouverte à une suite qui ne verra, on s'en doute, malheureusement jamais le jour. Dès sa sortie, le film est un échec critique. Voilà. Entre les fans déçus par certaines libertés prises dans l'histoire et la simplification d'un univers si riche, les non-initiés perdus dans des enjeux et relations entre personnages trop flous, le box-office d'environ 430 millions de dollars ne suffit pas à convaincre. Alors pour un one-shot, ça peut sembler suffisant, mais le problème c'est que là, entre les frais de distribution, de marketing, c'est trop peu pour convaincre de se risquer dans une trilogie. Allez, essayons au moins de voir les choses positivement. Blizzard peut au moins être fier de cette adaptation plus juste et plus fidèle à l'univers... Non? Ah, ils ont... Ok, file. Barre-toi, Duncan, barre-toi. Fuis comme le vent, fuis. Non, parce qu'on a entendu ton avis sur le scénario de Sam Raimi, et là, c'est ballot. Non, c'est ballot. L'ancien patron d'Activision Blizzard déclare que c'est l'un des pires films qu'il ait jamais vu de sa vie. Voilà, comme ça c'est dit. On met en pause les projets. On vous envoie des gars pour vous aider sur le film, qui du coup n'avancent pas sur les extensions et les correctifs qui sont en cours. Et tout ça pourquoi ? Pour nous pondre une chiasse pareille? Bon, j'extrapole un petit peu, mais grosso modo, c'est ce qu'il a dit. C'est dommage, parce que si le film avait été un succès, les deux suites avaient déjà leur grande ligne. Thrall devait réaliser la vision de son père, en créant un nouveau monde pour les orques. On devait donc le retrouver adolescent, en mode Spartacus, quoi. Et du côté des humains, il était question d'assumer les conséquences de leur victoire sur les orques. Mais comme bien souvent, il n'y a pas qu'une seule et unique raison à un flop du genre. Dans l'ombre de la réalisation du film, Duncan a dû à la fois faire face à des soucis privés avec le cancer de sa femme et la mort de son père, sans parler de la pression énorme des studios, mais surtout du public, qui s'attendait derrière à une dinguerie à la hauteur du jeu. Après le film, d'ailleurs, Duncan va évoquer le calvaire, apparemment, que c'était de bosser avec Blizzard. Apparemment, le studio chipotait sur des si petits détails qu'il avait l'impression d'être un espèce de traducteur pour extraterrestres super pointilleux. Peut-être, finalement, que le succès se trouvait aussi dans les 40 minutes de film qu'Universal a forcé à couper pour obtenir un blockbuster plus accessible aussi, on ne saura jamais. En tout cas, l'échec du film n'a pas totalement mis un terme à la carrière de ceux qui y ont participé, heureusement. On verra plus tard d'ailleurs que ce n'est pas le cas de tout le monde, dans ce genre de naufrage. Pour ceux qui ont un petit peu cette nostalgie, qui aimeraient bien voir un jour une œuvre à la hauteur, vraiment, de cette licence énorme, rassurez-vous, car tout n'est pas perdu. L'année dernière, Blizzard a déclaré ne pas être fermé à l'idée d'un nouveau film lié à l'univers de Warcraft, à la seule condition de trouver les bons partenaires pour éviter les erreurs du premier film. Duncan, pauvre Duncan, lui qui a déclaré en plus adorer l'idée de revenir potentiellement dans cet univers, si l'occasion se présentait, je veux dire, n'y compte pas trop, ami. En réalité, on n'est pas du tout contre l'idée, je pense que le plus important c'est de trouver les bons angles, la bonne manière de raconter. Voilà, exactement, dès qu'on aura trouvé la bonne idée, le bon angle narratif. Non mais t'as toujours pas compris, Duncan. La bonne idée, suffit d'une bonne idée, c'est tout. Duncan, va-t'en s'il te plaît. Laisse-moi 3 mois, on en a déjà parlé. Ok, baisse ton froc. Quoi ? Baisse ton froc, je te dis. Bien, je vais vous demander de vous en aller, d'accord ? Quand Hollywood décide d'adapter un succès littéraire, t'as toujours 2 camps qui sortent du lot chez les fans des bouquins. T'as ceux qui se réjouissent de voir cet univers prendre vie sur les écrans, et ceux qui crient à l'infamie d'avance. Et comme je ne parle pas de succès dans cette vidéo, on se doute bien du camp à qui l'histoire va donner raison. Sauf qu'ici, la plus grosse gueulante, c'est pas eux qui vont la pousser, non. Mesdames et messieurs, faites place à l'autorité religieuse à Hollywood. C'est rien, ça, l'autorité religieuse, on s'en fout, non ? Pardon ? L'autorité parentale, voilà un vrai problème. Excusez-moi, vous avez 12 ou 47 ans, j'ai du mal à vous cerner. Je suis sûr que j'ai été adopté.
T'as été adopté, toi? Non, je crois pas, non. Je vérifierai à ta place, et je viens de nous trouver le moyen de le faire correctement. Mais j'ai pas été adopté, bon sang. On va avoir besoin d'un partenaire solide dans cette mission, l'ami. Dis bonjour à MyHeritage. Ah, mais je connais. C'est le premier service mondial de recherche d'histoire familiale. Tu peux te construire l'arbre généalogique le plus complet possible sans bouger de chez toi. Ah, j'en ai découvert des belles, moi. Hein. Je suis remonté jusqu'à 1770. Mon ancêtre, Carolus, qui donna naissance à son fils, Ferdinandus, le 4 avril 1800. Lui-même eut Amandus à 52 ans, le coquin. C'est pas le moment, là. Et regardez-moi cette photo retrouvée de mes arrière-grands-parents. C'est quand même fou, non? Je l'ai déjà vu, la photo. Bon, j'allais expliquer la mission, là. Quelle mission? Pour commencer un nouvel arbre généalogique, ou pour savoir si on a été adopté, dans mon cas, par exemple. Ah, ok, waouh. On pourrait avoir tendance à croire qu'il nous faut 1 milliard de documents, alors que pas du tout. Il nous faut simplement le Magic 7. Le quoi? Le Magic 7. Vous, vos parents et vos grands-parents. Le Magic 7. En remplissant simplement leur nom et prénom, date et lieu de naissance à tous, MyHeritage s'occupera d'aller récupérer un maximum d'informations de son côté pour construire ton arbre. L'occasion de savoir enfin si mes parents sont mes vrais parents. Avec un peu de chance, je trouverai des photos de mes vrais darons que je pourrais réparer, coloriser, voire carrément animer grâce aux outils IA intégrés dans MyHeritage. T'imagines un petit peu? Je pourrais leur dire « Coucou, Daddy !» Coco. Pourquoi ta voix devient de plus en plus talonnesque au fur et à mesure? Oh, c'est pour les personnages, ça rajoute un peu de profondeur. Ouais. Ah, ok. Si toi aussi tu veux partir sur les traces de ta famille et commencer à créer ton propre arbre familial, utilise mon lien en description pour essayer gratuitement MyHeritage durant 14 jours. En 2007, sort le film À la croisée des mondes, La boussole d'or, adapté du premier volume de la trilogie littéraire du même nom, écrite par Philip Pullman. Le film est confié à Chris Weitz, qui est pas un réal connu pour avoir géré des projets d'une envergure pareille. À ce moment-là, son film le plus connu, c'est une comédie avec Hugh Grant sorti 5 ans plus tôt. Du coup, il réfléchit un petit peu à la proposition, il prend le temps. Et on peut le comprendre, entre la pression des fans, un budget dodu de 180 millions de dollars à gérer avec un casting 5 étoiles, va falloir assumer, Chris. Daniel Craig, Eva Green, Nicole Kidman, Ian McKellen, ou encore Christopher Lee, on a quand même réuni James Bond, Saruman et Gandalf dans la même pièce, c'est pas rien. Mais sur papier, un tel projet a tout pour réussir. Puis, ça changerait sa carrière, alors Chris finit par accepter. L'idée est la suivante, transposer l'univers riche, fantastique et sombre de Pullman avec ses ours blindés, ses complots et autres multivers. Le tout dans un format ciné avec des effets spéciaux à couper le souffle, de l'aventure en veux-tu en voilà, bref, du grand spectacle pour séduire un très large public. Le point central de l'aventure est une orpheline de 12 ans, Lyra, qui découvre qu'une organisation appelée l'Autorité enlève des enfants pour mener des expériences étranges sur leurs âmes. À l'aide d'une boussole magique qui la guidera dans sa quête, elle tente alors de sauver son ami Roger, accompagné d'alliés qu'elle croisera sur sa route. Le film a rapporté environ 370 millions de dollars, ce qui semble pas si catastrophique. Sauf qu'on parle ici, encore une fois, d'une potentielle saga. Et puis, avec un tel casting, les studios en attendaient beaucoup plus. Mais comme je le disais un peu plus tôt, le problème est ailleurs. En plus des critiques moyennes, le film va rencontrer plusieurs polémiques qui vont avoir raison de la saga. Pour bien les comprendre, il faut savoir que les romans de Philip Pullman contiennent ce qu'on pourrait appeler un risque, qui pourrait à tout moment venir parasiter toute adaptation au moindre faux pas à l'écran. Dans ses bouquins, Philippe est plutôt taquin. Il n'hésite pas à critiquer ouvertement ou non une certaine autorité religieuse au travers de ses personnages. L'Église y est effectivement représentée par une institution très puissante et oppressive appelée Magisterium dans les bouquins. Le Magisterium a autorité absolument partout. Les livres mettent en avant la puissance de l'Église qui cherche à contrôler les enfants et à les interdire de toute pensée indépendante. Les enlèvements sont donc un symbole de cette oppression et les expériences sur leurs âmes sont donc une espèce de métaphore de la domination religieuse sur l'âme et la conscience humaine. Assez ballsy, il faut le dire, bien sûr. Ça peut poser problème, effectivement. Enfin, en général, j'ai l'impression que l'Église est pas non plus une tannée à courir derrière le moindre film qui chercherait à les titiller. Et moi, c'est l'impression que j'en ai, de mon point de vue. Pas ici, du tout. Là, ils étaient bien réveillés, les cocos, ils étaient bien au taquet. Déjà pour les bouquins, à l'époque, faut savoir qu'ils ont été retirés de certains établissements scolaires aux États-Unis et au Canada, car jugés anti-religieux, attention. Pourtant,
dans le film, histoire d'esquiver ces polémiques justement, cette critique religieuse était vachement atténuée. L'autorité est plus abstraite, c'est plus une espèce d'organisation mystérieuse qui n'est pas explicitement, en tout cas, reliée à la religion. Ça ne suffit pas, visiblement. Voilà, pas de bol. Aux États-Unis, certains groupes conservateurs chrétiens ont accusé le film de promouvoir l'athéisme ou l'anticléricalisme, en appelant au boycott évidemment. L'anticléricalisme, effectivement, je l'ai réussi one shot. En parallèle de ça, d'autres fans ont vivement critiqué cette simplification, expliquant que du coup, ça rendait l'univers beaucoup moins profond, moins percutant que le récit original, évidemment. On perd là, ici, une espèce de belle mise en avant de la liberté intellectuelle, Chris. C'est n'importe quoi ce que tu nous as fait là, c'est un torchon pour nous, hein, oui. Coincé dans un vieux piège, quelque part, entre deux rives drastiquement opposées, et n'ayant pas réussi à convaincre un public suffisamment large, les suites sont immédiatement annulées. Cela dit, peut-être avez-vous entendu parler de His Dark Materials, une série sortie en 2019 et comptant 3 saisons adaptées, eux aussi, directement des bouquins de Philippe, avec notamment James McAvoy et Daphne Keane. HBO et BBC ont effectivement team up pour proposer une série plus fidèle au livre et qui permettra, au travers du format de série, d'explorer évidemment cet univers de manière beaucoup plus complète. Le but des studios à ce moment-là, c'est de tout retranscrire. Ils sont en mode, on s'en bat les couilles des rageux, et ça paye, puisque la série est un succès critique et commercial. Elle est même saluée par l'auteur des romans. Autant il regrette que le film ait pas eu assez de balls, autant il trouve que son histoire a enfin été proprement racontée au travers de la série. Allez Chris, c'est pas grave, écoute, ça arrive, et puis t'as du boulot d'ailleurs qui t'attend, non? Bon, écoute, c'est pas si grave, Chris, d'accord? J'ai parlé un peu aux autres agents. Prends le temps de digérer tout ça, d'accord? Je suis deg, ce que je voulais faire au départ en plus. Prends un peu de vacances, d'accord? Hein? Loue-toi un petit chalet, quelque chose. Bon bah alors là ça c'est hors de question, je m'arrête pas là-dessus, d'accord? Il me faut autre chose. Bon écoute, j'ai peut-être un autre projet pour toi, d'accord? Ah ouais? Il se fait que l'équipe d'une autre saga cherche un réal pour son deuxième film. Ah ouais, une suite, Ça commence mal déjà. C'est quoi la saga? Twilight, pardon? Oui, c'est Twilight. Si j'avais pas que des Hacky Noodles dans mes armoires, j'aurais préféré rien faire, tu m'entends? Oui, je savais. Mais c'est pour ça que je t'ai parlé de vacances, Chris. Bah banco alors, banco! Vous connaissez le Marvel Cinematic Universe, j'imagine. Iron Man, Spider-Man, bon, le DC Universe aussi, je suppose, avec Superman, Batman, Flash, etc. Mais est-ce que vous saviez qu'un troisième coquin avait tenté, effectivement, de se joindre à eux dans la course au meilleur universe? Imaginez-vous ça 2 minutes. Nous sommes en 2014. Vous êtes dans le top 3 des studios de cinéma les plus puissants et influents du 7e art. Et vous voyez que, bon sang, le MCU, ça cartonne en fait. Ça fait péter les chiffres au cinéma, c'est complètement fou. DC vient de se lancer lui aussi avec son propre univers l'année dernière avec Man of Steel. Qu'est-ce qu'il nous faut d'abord, hein? Des super-héros, c'est ça? Ça, on n'en a pas un seul. Hein, Frankenstein, l'homme invisible, Dracula, la momie. Oui, on a que des gens bizarres, hein, c'est compliqué là. Et si on lançait un univers noir? Un Dark Universe rempli de monstres. Sauf que comme nous, c'est Universal, hein, ce serait les Universal Monsters. C'est bien ça, non? Allez, ça va capoter, c'est même pas un spoil avec le titre de cette vidéo, mais sachez bien que les ambitions étaient énormes, réunissant quelques-unes des plus grosses icônes d'Hollywood. Il existe même une petite photo de famille, bien sûr. Javier Bardem dans la peau du monstre de Frankenstein, Johnny Depp en homme invisible, Sofia Boutella en momie, Russell Crowe en Dr. Jekyll et Mr. Hyde, et Tom Cruise en pilier récurrent pour venir solidifier tout ça. Bon, pas la peine de le costumer, lui, hein, il fera 2-3 cabrioles, ça suffira amplement. Oui, non, mais c'est bien. Des rumeurs évoquaient même Angelina Jolie dans la peau de la mariée de Frankenstein, et Ryan Gosling ou Dwayne Johnson, on savait pas encore, dans la peau du loup-garou. À ce moment-là, l'idée est très simple. Créer un univers commun mettant en scène chacun des monstres classiques du studio dans leur propre film, avant d'aboutir, évidemment, dans un énorme crossover façon Avengers. Qu'est-ce qui a bien pu faire tout capoter? Eh bien, probablement déjà un petit peu de précipitation. Alors qu'ils viennent d'acter leur plan, en juillet 2014, un de leurs monstres les plus iconiques s'apprête déjà à sortir au cinéma, Dracula Untold. Mais quand je dis qu'il s'apprête à sortir, c'est genre dans 3 mois, hein, il sort dans 3 mois le film. Du coup les mecs se disent, merde, attends, on peut pas laisser Dracula s'échapper comme ça, on a complètement zappé, il faut qu'on lui prépare un truc, c'est trop dommage. Ok, bon, j'ai une idée, on va organiser un reshoot, ok? Pas tout le film, on va juste, voilà, rajouter quelques scènes finales à la fin, hein, histoire de rattraper un petit peu la sauce et ajouter du liant pour la suite de nos plans, voilà. La scène finale en question pose les bases d'un Dracula incarné par Luke Evans,
toujours en vie dans notre monde moderne. Le gars est donc disponible pour un petit... Assemble. Voilà, c'est ça, c'est un échec. Voilà, c'est un échec, box-office moyen, critique moyenne, les gens se demandent où est passé la cape et le château gothique. Bref, tout est middle. Pas du tout les conditions idéales pour entamer un Dark Universe. Et à ce moment-là, il y a deux options pour Universal. Soit tu raccroches les gants en te disant « Bon, bah voilà, on a essayé, hein, c'était un petit peu précipité, je le conçois, mais voilà, tant pis. » Soit tu te dis « Bon, si on n'a pas pensé à Dracula quelque part, dans nos plans de départ, c'est peut-être pour une bonne raison, hein. Est-ce qu'on pourrait pas simplement le cut de notre star, là ? Ciao Dracula. Universal retente sa chance avec un all-in. On va balancer notre Joker, le pilier de tout notre univers entier. Si avec lui ça foire, alors ok, mais pas avant. Voilà comment naît La Momie en 2017 avec Sofia Boutella en momie et Tom Cruise en pillard de tombe. Oui, je sais, ça n'a l'air de rien, mais c'est le pilier du Dark Universe, ok ? Alors attention, hein. Oh, et pas n'importe quel pillard. Deux, trois cabrioles et ça remet l'éclair, hein, d'accord ? C'est un nouvel échec. Voilà. Enfin, pas tout à fait. Le film, au budget de 125 millions, on a quand même rapporté 410 au box-office, ce qui en fait donc un film rentable. Mais qui malheureusement, encore une fois, ne suffit pas pour justifier le lancement en grande pompe d'un univers coûteux. Peut-être que si le film s'était davantage centré sur l'histoire de la malédiction antique avec une créature inquiétante et mystique, proposant alors moins d'explosions, hein, moins d'impressions de momie impossible, tu vois un petit peu ? Le film aurait peut-être signé là le début d'une grande aventure. Comme Dracula Untold, la déconnexion avec l'œuvre originale est trop grande. Le réalisateur de La Momie a même déclaré avoir signé là le pire film de sa carrière. Et nos studios de leur côté, ne trouvant pas la formule idéale pour faire décoller son Dark Universe, ils décident de reporter puis d'annuler tous les films planifiés jusqu'alors. Cela dit, parce qu'Universal est un studio qui a des ressources et qui compte bien convertir l'essai, ils n'abandonnent pas pour autant leurs monstres. Au contraire, à défaut d'avoir réussi à les réunir, le studio décide alors de laisser les réalisateurs créer des histoires indépendantes avec leur roster. C'est comme ça que L'Homme Invisible hérite du film d'horreur dit Invisible Man, sorti en 2020, avec un mini-budget de 7 millions pour en rapporter 145 millions. Et que Le Loup-Garou hérite lui aussi de son film d'horreur Wolfman, sorti cette année, avec un budget de 25 millions pour en rapporter 35. Voilà, oui, j'ai pas dit qu'ils allaient gagner à tous les coups non plus, hein. The Invisible Man, Wolfman... Des idées pour la suite ? Intéressant, un film d'horreur là. Pas obligé, non ? Dracula Man, je sais pas. Momie Man. Bon, ça va, c'est bon, t'as fait ta petite blague ? On est un grand studio, les gars, d'accord ? Il faut représenter ça, il faut venir avec quelque chose de mastoc. Quand est le papa de l'une des sagas les plus incroyables et récompensées que le monde n'ait jamais connues, forcément, tout le monde est à l'affût de ton prochain projet. Et si ton prénom c'est Peter et ton nom Jackson, je faisais évidemment partie de ces gens-là. Mortal Engine, c'est quoi ? C'est un mélange entre Ghost Rider et Fast and Furious ? Je comprends pas, c'est quoi le projet ? Rassure-moi Michel, c'est à moi fort Michel ! Ça fait des années, avant même que la trilogie du Hobbit ne vienne définitivement achever ses derniers points d'endurance, que Peter a ce projet en tête. Le tout premier film du Seigneur des Anneaux venait à peine de sortir qu'il achetait déjà les droits pour adapter la saga littéraire sur grand écran. Car effectivement, Mortal Engine est aussi une saga littéraire écrite par Philippe. Attends, encore ce satané Philippe ? Ah non, c'est un autre Philippe. Philippe Rive, voilà, autant pour moi. Le pitch est le suivant. Dans un futur post-apocalyptique, les villes sont montées sur des roues et se déplacent en avalant les plus petites pour survivre. Londres étant la plus redoutable de toutes. En quête de vengeance personnelle, Esther Shaw découvre alors l'existence d'une arme capable de ravager le monde et va tout faire pour tenter de l'arrêter. Alors à titre personnel, pas vous mentir que cette histoire de ville montée sur des roues m'a d'emblée perdu. Voilà, le soufflet est redescendu instantanément, j'attendais le prochain projet, voilà. Mais ça n'enlève en rien les ambitions énormes de ce projet, qui représente d'ailleurs un défi technique immense. Il y a un univers tout entier à recréer là, comportant ses propres codes et ses propres spécificités. Et vu le succès du Seigneur des Anneaux et du Hobbit, Universal lui fait confiance et lui donne les moyens de ses ambitions. Sauf qu'il y a un petit détail
De rien du tout, de rien du tout. C'est pas Peter qui réalise. Ça n'est pas Peter, le réalisateur. Ça va? C'est bon pour vous? Il réalise pas le film, ok? Attends, Peter, je veux dire, chez Universal, on veut bien te faire confiance, mais enfin si t'es pas là, Vous inquiétez pas, Qui lui dit à ce moment-là? Ouais, c'est ce que j'imagine. vous inquiétez pas, hein, il se fait que dans mon équipe se trouve un collaborateur historique à qui je fais pleinement confiance. J'en ai rien à foutre de ton collaborateur, Peter. Calmez-vous, calmez-vous. J'imagine encore la discussion. Hein. Calmez-vous, c'est un génie dans son domaine, hein. Mais si ce sera son premier film, enfin c'est un génie. Christian Rivers est en effet dans son domaine un tueur à gages. Voilà, dans le monde des effets visuels, il a plus rien à prouver à personne. Et qui plus est, ce projet, il le connaît bien, parce que ça fait des années que Peter le bassine avec cette saga. Du coup, un matin, en bon producteur exécutif du projet, Peter appelle pour lui annoncer que le scénario de Mortal Engine, qu'il vient à l'instant de boucler avec son équipe, c'est pour toi Christian. C'est toi qui vas le réaliser, bien sûr. Me dis pas non, réfléchis pas, j'ai déjà dit oui à Universal, donc me casse pas les couilles. Évidemment, c'est un projet énorme, mais notre jeune réal, il est ravi, parce que lui aussi, ça fait un moment qu'il rêve de réaliser son premier film. Et Peter vient tout bonnement de lui offrir une chance incroyable. Ou une douille incroyable, c'est selon. Question casting, Jackson et Rivers sont d'accord sur une chose. Inutile de courir derrière des superstars hollywoodiennes, l'univers est tellement particulier que c'est à lui de porter le cast, et pas l'inverse. Le rôle principal est alors confié à Hera Ilmar, une jeune actrice islandaise prometteuse qui incarnera donc notre fameuse Esther Shaw, et mis à part Hugo Weaving et Stephen Lang, le reste de notre cast est assez discret. L'ambition est claire, démonter le box-office avec ce premier épisode et enchaîner directement avec 3 autres films pour en obtenir 4, un bouquin par film. Voilà le plan. 2018 donc, le nouveau film débarque sur nos écrans. Budget 100 millions de dollars. Box-office 83 millions de dollars. C'est pas un échec, c'est un échafaudage de 20 étages à Hong Kong qui s'effondre sur Cricri. Voilà. Avoir forcé le nom du Seigneur des Anneaux et du Hobbit sur chacune des affiches de bus n'aura malheureusement pas suffi. En rajoutant notamment les frais liés au marketing, les pertes sont estimées à peu près à 200 millions de dollars, faisant de notre film l'un des plus gros flops de tous les temps. La réception du film auprès des critiques et du public est catastrophique. La comparaison avec les précédentes sagas, évidemment, du producteur est inévitable, et le film est vu comme une espèce de Star Wars steampunk fatigant et sans âme. Par contre, les effets visuels, tip top, Christian. T'as fait un magnifique boulot, t'as vraiment la main pour ça. Pour les effets visuels, Christian, voilà. Si vous voulez mon avis, peut-être que j'étais pas le seul, pas forcément emballé à l'idée de voir des espèces de villes sur des Hot Wheels, hein, aussi, faut le dire, hein. Et puis bon, il se fait quand même, pour dire les choses, que ce même week-end-là, au cinéma, le public avait aussi la possibilité de mater le dernier Spider-Man, hein, donc bon. Hey, tu commences ton aventure publique à moitié à poil, hein, c'est sûr. Malheureusement, pour le réalisateur, c'était son premier et dernier film. Christian Rivers ne réalisera plus aucun film après cet échec. Ça va Christian, tu tiens le coup? Tu m'as baisé, Peter. Oh, bah tout de suite les grands mots, oublie pas que je suis producteur aussi, hein. C'est vrai, excuse-moi. Bon, voilà, hein. Tu fais bien de t'excuser vu toute la thune que j'ai perdue. Quoi? Non, je disais, y a pas d'amertume là-dessus. Ah, ok. D'ailleurs, j'ai un autre projet pour toi. Un autre film à réaliser? Non, toi. Oh. On va gentiment se rediriger vers les effets spéciaux, Christian, hein. Ok, c'était une aventure sympa après tout, hein, c'est... Mais oui, c'est sûr, c'est mieux pour le cinéma, c'est sûr. Bah oui. Quoi? Attends, qu'est-ce que... Et voilà les amis, cet épisode est déjà terminé. J'espère qu'il vous a plu, j'espère que vous avez appris des choses. Parce qu'on entend parfois des flops commerciales, des films qui ne marchent pas, on sait pas trop pourquoi il n'y a pas eu de suite. Et ben voilà, j'ai trouvé ça plus intéressant d'en prendre moins, mais d'aller un petit peu les chercher, aller creuser plus loin, prendre le temps. Alors si jamais ça vous a plu et que vous voulez voir un deuxième épisode, n'hésitez pas évidemment à puncher le pouce bleu. N'hésitez pas d'ailleurs à me dire en commentaire si vous pensez à des sagas qui ont été avortées, vous savez pas trop pourquoi et vous aimeriez bien savoir. Merci encore à MyHeritage d'avoir sponsorisé cette vidéo. Si vous aussi vous voulez créer votre propre arbre généalogique, n'hésitez pas à aller en description pour profiter des 14 jours gratuits. Quant à nous les amis, ce n'est pas fini, l'année n'est pas terminée, j'ai encore un petit cadeau pour vous, un bien coquet, bien ficelé pour bien terminer cette année. On se retrouve dans 2 semaines, pile poil après avoir déballé vos cadeaux, alors d'ici là, profitez de votre famille, profitez de vos amis, profitez des fêtes et soyez au rendez-vous. À dans 2 semaines, ciao.